Nous allons à nouveau chercher à déterminer une liaison équivalente à un ensemble de liaisons, mais cette fois-ci à travers une approche statique du problème. Nous l'avons déjà fait avec une approche cinématique lors d'une précédente vidéo de cette même séquence, et nous allons reprendre les mêmes exemples, c'est-à-dire un patin à rotule et un chariot de cordeuse. Dans le cas où les liaisons sont placées en série, on comprend bien que pour que les actions transmissibles le soient, par exemple ici de 2 à 0, avec deux liaisons en série, la rotule puis l'appui-plan, il faut que les actions transmissibles le soient par l'ensemble des liaisons. Si je prends l'exemple d'une force que je veux appliquer à S2 et je veux voir si elle est transmissible à S0, je pousse suivant Y. Très bien, je peux effectivement transmettre une force de S2 à S1 de par la rotule. Cependant, est-ce que je peux transmettre cette force de poussée suivant Y entre S1 et S0? Non. Donc ce n'est pas en poussant sur S2 que je peux transmettre une force suivant Y à S0. D'accord? Ce phénomène, il va se traduire comment? Il va se traduire par l'égalité entre mes torseurs d'action mécanique transmissible. C'est-à-dire que le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison équivalente doit être égal à celui entre 2 et 1 et doit être égal à celui entre 1 et 0. Sous-entendu, nous allons repérer quels sont les termes nuls et quels sont les termes qui ne le sont pas pour déterminer la liaison équivalente. On continue sur notre exemple du patin à rotule. Entre 2 et 1, j'ai une rotule. Je peux donc transmettre au centre de ma rotule une force suivant les trois directions de ma base B, mais aucun moment. Par contre, entre 1 et 0, j'ai un appui-plan. Je peux donc transmettre une force suivant Z, la normale à mon plan de contact, et deux moments. Un moment suivant X, un moment suivant Y. Mais je dois avoir égalité entre ces deux torseurs. La forme de ce torseur est valable en tout point P appartenant à OZ, donc notamment en O. Mais je vais donc avoir X de 2, 1 qui est égal à 0, Y de 1 qui est égal à 0, L en haut de 1 par rapport à 0 qui va être égal à 0, ainsi que M en haut de 1 sur 0 qui va être égal à 0. Je me retrouve donc ici avec un torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison équivalente égal à 0 quasiment partout lorsque j'exprime au point O, sauf pour la force suivant Z. Et on retrouve bien la forme d'une ponctuelle de centre O de normale Z. D'accord? Ce qu'on avait retrouvé avec l'approche cinématique. Si maintenant je prends le cas des liaisons en parallèle, cette fois-ci, les actions mécaniques transmissibles vont s'additionner. C'est-à-dire que peut-être qu'une des liaisons ne me permet pas de transmettre une action mécanique, mais que la deuxième liaison va me le permettre. Dans ce cas-là, le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison équivalente à mon ensemble de liaisons parallèles sera égal à la somme des deux torseurs des liaisons des actions mécaniques, les deux torseurs des actions mécaniques transmissibles par mes deux liaisons, si je les exprime au même point. On va continuer sur cet exemple. Ma liaison équivalente va être égale au torseur de la liaison en A plus celle de la liaison en B, plus celui de la liaison en B. Liaison en A, pivot glissant, je retrouve ma forme générale. En B, pivot glissant, forme générale. Mais attention, je dois additionner mes deux torseurs, donc les exprimer au même point de réduction. C'est-à-dire, ici, j'ai choisi d'exprimer au point B. Qu'est-ce que je constate? J'ai un terme ici qui apparaît, c'est le moment suivant Z. Ce qui veut dire que je peux transmettre un moment suivant Z dans ma liaison équivalente. Je vais donc retrouver quelle forme? Ici, je vais obtenir quelle forme? La forme d'une liaison glissière, puisque je peux transmettre une force suivant X, une force suivant Y, et un moment suivant X, Y ou Z. Ici, peu importe la teneur des termes pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir la forme générale. Et donc, on voit que je ne peux pas transmettre de force suivant Z. Donc, j'obtiens bien la forme générale d'une glissière de direction Z. Ce qu'on avait obtenu par l'approche cinématique. Si maintenant, nous reprenons un autre exemple, nous allons
réinvestir ces nouvelles compétences, c'est-à-dire être capable de déterminer une liaison équivalente à partir d'une approche statique. Mais sur l'exemple toujours du même système de notre séquence, le système de basculement du train avant du fauteuil top share. Et pour ça, nous allons chercher la liaison équivalente. J'ai mis entre 1 et 7, vous voyez que c'est le même problème qu'entre 1 et 2. Donc j'ai laissé 1 et 2 entourés, mais 1 et 7, vous voyez que vous avez encore une fois une linéaire annulaire et une liaison rotule. Donc cherchez à déterminer. Le schéma va s'afficher en plus grand sur votre écran, mais cherchez à déterminer la liaison équivalente par une approche statique cette fois-ci. Je reprends et nous devrions, je pense, trouver le même résultat cette fois encore. Je recommence à suivre ma méthode de travail. J'extrais de mon schéma d'architecture globale le schéma d'architecture des deux ensembles cinématiques qui m'intéressent. C'est-à-dire que j'ai le solide 1 qui est en liaison rotule avec le solide 7 et linéaire annulaire. D'accord. J'ai le point E1, j'ai le point E2 et j'ai les axes Z, X et Y. Très bien. Je refais mon schéma, mon graphe de liaison. J'ai 1, j'ai 7, j'ai une rotule de centre E1 et une linéaire annulaire d'axe E2 Z. J'exprime mes torseurs des actions mécaniques transmissibles. Alors, par exemple, de 7 sur 1 au niveau de la linéaire annulaire. Une linéaire annulaire me permet de transmettre, j'exprime au centre E2, me permet de transmettre une force suivant X, puisque je suis d'axe Z, une force suivant Y, mais pas suivant Z. Et je ne peux transmettre au centre aucun moment. La rotule, je peux transmettre, j'exprime au centre de ma rotule, une force dans toutes les directions, mais aucun moment au niveau du centre de liaison. Vous aurez remarqué, j'ai oublié ici d'exprimer la base. Bon, pour pouvoir travailler sur mon addition, je vais devoir exprimer mes deux torseurs au même point. D'accord? Imaginons que j'exprime ce torseur au point E1. D'accord? Égal en E1, donc je sais que la résultante ne change pas. Qu'en est-il du moment? Alors, je vais calculer le moment de la linéaire annulaire. D'accord? De 7 sur 1 en E1, qui sera égal à celui en E2, c'est-à-dire vecteur nul, plus E1, E2, vectoriel, x71 de la linéaire annulaire, y71 de la linéaire annulaire, et 0. Je vais dans la base B. Ça me donne 0, 0 moins lambda, vectoriel, x,
Y, Z, ce qui est égal à, ici j'obtiens bien lambda y7,1 de la linéaire annulaire. Ensuite, j'obtiens moins lambda x7,1 de la linéaire annulaire. Et enfin, j'obtiens 0. Ces deux termes, je vais les injecter ici. Lambda y7,1 de la linéaire annulaire, moins lambda x7,1 de la linéaire annulaire, 0. J'ai donc pour le torseur de 7 sur 1 de la liaison équivalente. J'ai x équivalent qui sera égal à x7,1 de LA plus x7,1 de R, y équivalent, z équivalent. Donc à chaque fois, vous avez compris, on fait la somme. Et ici, j'ai un L en E1 équivalent, M en E1 équivalent, et 0. Je l'exprime en E1. Et je retrouve ici la forme d'une liaison pivot d'axe Z. Je retrouve le même résultat.